Chers amis, bonjour. Alors, euh, j'ai fait beaucoup de radio avec Jonathan et on a toujours eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble parce que je crois que nous partagions la même passion de la littérature et du roman du 19e siècle en particulier. Et c'est pour ça que je suis si heureuse, j'ai été si heureuse et si fière de voir qu'il avait gagné la médaille de vermeil de l'Académie française pour son livre Vivre en ville. C'est C'est ça, celui-là, voilà, c'est exactement, pour le celui-là. dernier. D'abord, j'étais très fière de voir qu'il était devenu écrivain, parce que quand je l'ai connu, il n'était pas vraiment écrivain. Et puis, maintenant qu'il est non seulement écrivain, mais grand écrivain euh, récompensé par l'Académie française, j'ai vraiment eu envie de vous le présenter et de vous présenter ses écrits dont il va nous parler lui-même, parce qu'il est lui aussi un grand lecteur de Balzac. Et au fond, Jonathan, c'est vraiment le piéton de Paris, le flâneur des deux rives. Il se promène toujours le nez en l'air et avec toujours dans sa tête des souvenirs de tous les ouvrages qu'il a lus et dont il retrouve le souvenir dans les rues de Paris. Donc je le laisse vous parler de ses dernières publications. Merci Anne-Marie, merci à vous, merci aux amis de Balzac de m'accueillir aujourd'hui. Euh, Effectivement, quand on s'intéresse à Paris, on ne peut pas ne pas s'intéresser également à la littérature. Et puis comme l'a dit Anne-Marie, quand on aime Paris, quand on aime une ville en général, mais Paris en particulier, ben, il faut se promener, il faut errer, il faut marcher. Et ça, tous les auteurs l'ont toujours fait. Et il est un auteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Alexandre Privat d'Anglemont, qui est mort en 1859. Et l'écrivain et journaliste Alfred Delvaux a pris la parole le jour de son enterrement. Et il a eu cette phrase très belle qui est celle-ci. Comme Mercier, Privat a écrit des livres avec ses jambes. Et effectivement, c'est cette, euh, c'est cette errance piétonnière qui alimente toujours cette curiosité. Il y a effectivement la curiosité de marcher le nez en l'air pour euh, voir les plaques imposées sur les façades. Et Dieu sait qu'il y en a à Paris pour savoir qu'un tel ou un tel est né dans cette maison, un tel ou tel autre est mort dans cette maison, telle œuvre est née derrière telle façade. Et c'est passionnant. Et puis le nez en l'air, on admire aussi les façades en elles-mêmes, l'architecture et euh, les, les façades bricolées au fil des siècles, ces façades ventrues, comme on peut lire dans certaines descriptions de Paris au XIXe siècle, des façades qui finalement nous parlent. Et ces promenades sont d'ordre historique, donc, et incontestablement esthétique également. On a le nez en l'air quand on marche, mais il faut quand même regarder devant soi et regarder un peu ses pieds. Je ne vous ferai pas la chronique du Paris d'Hidalgo, c'est pas l'objet de mon invitation aujourd'hui. Euh, mais pourquoi je vous parle de penser à ses pieds? Parce que c'est ce qui a motivé la, la- la rédaction de Rayé de la carte, qui a été le premier livre que j'ai publié en 2017, euh, qui raconte un quartier de Paris qui n'existe plus du tout, qu'on a appelé le vieux quartier du Louvre, qui est grosso modo situé à l'emplacement de la pyramide de verre aujourd'hui, de tout ce qu'on appelle la cour Napoléon. Et, et j'ai découvert l'existence de ce quartier en lisant. Parce que oui, on commence à s'intéresser à Paris en se promenant dans Paris, mais ça commence aussi très souvent dans sa propre bibliothèque. On s'intéresse à Paris, une lecture en amène une autre, etc. C'est pas à vous que je vais apprendre ces découvertes-là. Et c'est au hasard d'une lecture, j'apprends donc la découverte de ce quartier de Paris qui, pendant des siècles, a été le cœur battant de la capitale. Il faut imaginer que la rue de Rivoli n'existe pas jusqu'à ce qu'elle soit percée euh, à la fin du 19e siècle. L'aile du Louvre qui la longe n'existe pas non plus. Et ce vieux quartier du Louvre est une sorte d'hyper-quartier du Palais Royal, qui part donc du Palais Royal et qui s'étend jusqu'à la Grande Galerie qui longe la Seine de l'autre côté. Et ce quartier est donc, si on fait une petite gymnastique à vol d'oiseau, est enchâssé entre le Palais des Tuileries, qui lui-même n'existe plus, la Grande Galerie et le Palais du Louvre, qui fait donc c'est une méga palais qui fait une sorte de U, et la ville de Paris rentre là-dedans.
Et vous avez des églises, vous avez un cimetière, vous avez l'hôpital des 15-20 qui est là à l'origine avant qu'il soit transféré à la Bastille. Vous avez des hôtels particuliers flamboyants, notamment l'hôtel de Rambouillet, là où est né en quelque sorte l'esprit français, où est né l'esprit des salons. Madame de Rambouillet étant l'une des plus grandes précieuses que on ait connues. Et puis des mansardes misérables, enfin tout le bric-à-brac propre à l'histoire de Paris où tout se mélange, et puis avec cette particularité d'être au pied des palais du pouvoir. Et donc se mêle le grand monde, le bas peuple, le demi-monde, et c'est cette chose inouïe que j'ai voulu découvrir. Et j'ai découvert que bah, tout était sous mes pieds et n'était finalement même plus sous mes pieds, parce que quand il a fallu construire le Grand Louvre dans les années 80, des fouilles ont été entreprises. Et comme on l'a vu récemment à Notre-Dame, on fait très vite, on ne fouille pas tout. Et ensuite, la différence de Notre-Dame, c'est qu'on a tout arraché pour construire le centre commercial, les entrées souterraines, etc. C'est peut-être la particularité de ce coin de Paris où il n'y a même plus de traces sous nos pieds quand on se promène. Et donc, pour écrire pour raconter l'histoire de ce quartier, ben, ça n'a été qu'à travers la littérature que ceci a été possible, à travers les errances littéraires aussi, de lire les mémoires des uns, des autres, des notes de bas de page qui vous renvoient à des livres difficilement trouvables par moments, mais qu'on finit toujours par trouver. Et, et c'est ainsi progressivement que ce quartier a pris forme, une sorte de travail un peu abstrait que de redonner vie à un quartier qui, même si on est physiquement devant la pyramide de verre, il est très difficile de pouvoir s'imaginer les rues qui étaient là, telle église à tel endroit, tel hôtel particulier à tel autre. Et pourtant, ça a bien été là. Et pour faire ce portrait un peu abstrait, ce portrait comme un puzzle finalement, il a fallu se promener. Là, la promenade est impossible puisque c'est une esplanade, mais il a fallu se promener dans la littérature et d'ailleurs dans Balzac qui, dans La cousine bête, décrit ce quartier à la fin, au milieu du 19e siècle, quartier qu'on a laissé s'effondrer en fait, jusqu'à ce que Napoléon III finisse par faire araser les ruines qui restaient encore pour achever cette grande cour du Louvre, ce qu'on a appelé le grand dessin. euh, EIN, qui était ce grand projet qui était remonté au Bourbon déjà de fermer cette cour du Louvre par une aile, qui est donc l'aile qui longe aujourd'hui la rue des Tuileries, la rue de Rivoli, pardon. Et c'est dans tout ce coin de Paris est rasé très rapidement, en 5 ans à peine. Le Grand Louvre voit le jour et c'est déjà la, la- au grand regret des vrais Parisiens d'alors, au premier rang desquels Baudelaire. Et c'est dans cette cour du Louvre que Baudelaire écrit Le Cygne. Et c'est dans ce poème qu'il dit que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Il parle de cette cour nouvelle, de cette esplanade pavée qu'il ne reconnaît pas finalement. Il ne reconnaît pas Paris à travers cette réalisation grandiose et qui finalement va durer peu de temps puisque la commune, le palais, le Grand Louvre est inauguré en 1855 et la commune va incendier le palais des Tuileries 6 ans après. Et c'est toujours dans cette perspective parce qu'on a évidemment beaucoup écrit sur Paris, mais bon, je suis parisien, je me considère comme un écrivain régionaliste, donc j'écris sur ma région. Et j'ai voulu, dans la même approche, si je puis dire, partir d'abord de ma bibliothèque, de mes promenades, et ensuite de raconter, comme je le souhaitais, comme je le pouvais, une histoire de Paris. Et ça, c'est l'histoire de Capitale, euh, qui est une histoire de Paris, mais qui n'est pas chronologique, qui est en quatre parties. Euh, qui est assez nostalgique. Je ne vais pas vous raconter d'histoire à ce sujet, mais c'est quatre parties quatre grands chapitres, voir détruire, voir mourir, ne plus voir et ne plus savoir. C'est une façon de pouvoir balayer différents événements qui ont marqué l'histoire de Paris depuis depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Euh, Avec énormément, encore une fois, là aussi, de citations, parce que l'intérêt, enfin, le travail que j'ai voulu mener avec Capital, c'était de tricoter, si je puis dire, mes phrases avec les phrases d'autrui, et rendre hommage, ne pas reformuler ce qui a été si bien dit au cours des siècles, mais c'est rendre hommage à tous ceux qui m'ont précédé, qui ont si bien écrit sur Paris, que de les citer, que de leur donner en quelque sorte la parole à mes côtés.
c'est une façon aussi de cheminer comme si j'étais bras dessus, bras dessous avec une bande de copains, finalement, et d'avoir moins peur de se confronter au lecteur dans ces cas-là. Donc, c'est d'abord une approche littéraire, effectivement, une approche sensible, c'est la marche. Là, pour le coup, se promener dans Paris, c'est une confrontation physique, au sens propre du terme, avec des rues, avec des façades, avec des monuments qui bien souvent n'ont pas bougé malgré beaucoup de travaux, beaucoup de destruction. J'avais d'ailleurs noté une citation d'un historien que j'apprécie beaucoup, qui est pas très bien vu par les historiens d'aujourd'hui qui se veulent sérieux, mais c'est G. Le Nôtre. G. Le Nôtre, si ce nom ne vous dit pas grand-chose, a été un grand historien. Il est mort dans les années 30, si je ne vous dis pas de bêtises. Et il s'est intéressé à la grande histoire par la petite histoire. Il a été l'un des premiers à éplucher les mémoires, à éplucher les bibliothèques municipales et autres pour tenter de trouver le document du quotidien, finalement. Et puis, je vais essayer de retrouver la page 133. Et là, cette phrase, on n'immobilise pas une capitale comme la nôtre. Il faut que le progrès passe et que les maisons croulent. Ce qui étonne, c'est que depuis le temps qu'on les jette à bas, il en reste encore et en si grand nombre. Évidemment que lui-même, il n'est pas pour les grands travaux de Paris, les grands changements, etc. Mais il aime, et quand il écrit sur Paris, encore au tournant du siècle et jusque dans les années 20, bah, il peut aller, par exemple, rue Saint-Honoré, dans la cour où habitait Robespierre, monter, prendre l'escalier qui menait au petit appartement qu'occupait Robespierre. Petit escalier qu'il décrit un peu comme celui qu'on emprunte pour venir dans cette bibliothèque, un petit escalier à vis. Euh, et c'est ça aussi qui rend l'histoire, euh, pour moi, passionnante et qui, pour moi, fait que l'histoire est quelque chose de vivant. L'histoire est quelque chose qui n'est pas une pierre muette, mais ça continue d'être un cœur battant. Et Paris est empli d'histoire. Et être confronté à ce patrimoine, le patrimoine n'est pas forcément quelque chose de somptueux, de clinquant. Le patrimoine, ça peut être un petit escalier à vis comme ceci. Le patrimoine, ça peut être une fontaine, une borne oubliée qui existe encore à l'entrée d'un immeuble ou autre. Et c'est ça qu'il faut, je tente de m'y employer lorsque les forces sont avec moi, de pouvoir sauver, parce que ce patrimoine-là est aussi menacé. J'ai un triste exemple à raconter qui est une boutique formidable au Palais Royal qui s'appelait à l'Oriental, que Balzac a peut-être que fréquenté, puisqu'elle avait ouvert ses portes dans les années 1820-21, et qui a vendu pendant un siècle et demi des pipes, du matériel à tabac, de plein de bibelots extraordinaires liés à cette consommation de tabac en ivoire, en ébène, enfin plein de choses, un désordre savamment entretenu par sa propriétaire. Et et il se trouve qu'elle a eu le malheur, cette boutique, d'être juste à côté du Conseil constitutionnel. Et Laurent Fabius, alors président du Conseil constitutionnel, l'a expulsé et a fermé cette boutique, a arraché tout son décor intérieur pour en faire une extension vitrée et allumée aux lampes halogènes, une extension de l'entrée du Conseil constitutionnel qui n'en avait pas franchement besoin. Dans Capital encore, je m'intéresse dans ce chapitre qui s'intitule Ne plus voir, c'est justement savoir que des choses ont existé, on ne les a plus sous les yeux, mais par la littérature, par les descriptions, par des témoignages restants, on sait que c'est là, on l'a dans le cœur, on l'a dans la tête. Et, cette, et c'est, je crois, l'intérêt aussi de s'intéresser à sa ville et à son histoire, c'est que ça enrichit considérablement la promenade. On découvre des choses en marchant, mais si on sait déjà des choses quand on commence à marcher, c'est terriblement, magnifiquement enrichissant. Un exemple de choses qu'on ne peut plus voir, qui est très présent si on s'y intéresse, c'est l'hôtel de Sacha Guitry, par exemple, qui était à l'angle de l'avenue Élysée-Reclus, au Champ de Mars, qui avait été construit par son père, pour son père, à la fin du 19e siècle, par Charles Mévès. Mévès a été l'architecte du Ritz, et il lui avait fait une petite folie dans le goût 18e. Et quand Lucien est mort, Guitry y emménage et va développer avec frénésie ses collections d'art considérables. C'est un grand collectionneur, un grand amateur de peinture, de sculpture, de tableaux, de bibelots et de souvenirs liés au théâtre, au cinéma, à la littérature. Il avait un chapeau de l'empereur, enfin, il avait plein de choses.
Et, euh, et il avait voulu qu'à sa mort, cet endroit fabuleux accueille des comédiens à la retraite, que ce soit un lieu de retraite pour les comédiens. Et finalement, sa veuve, Lana Marconi, bon, il était très endetté, mais tout de même, après avoir dispersé les collections, va vendre l'hôtel particulier. Et un entrepreneur inspiré dans les années 60 va faire un immeuble en béton à sa place. Mais vous avez toujours la parcelle du jardin qui est délimitée par la même grille qui n'a pas bougé, et un buste de Lucien Guitry que Sacha avait fait installer sur l'espace public. Il avait fait faire un petit renfoncement des grilles du jardin pour insérer ce piédestal, et ça n'a pas bougé. Ça témoigne donc d'une certaine façon, merci beaucoup, ça témoigne donc d'une certaine façon de ce Paris disparu. Je pense aussi, en vous racontant ce Paris disparu, alors pour le coup, qui n'a pas existé, c'est la vie d'un homme qui s'appelle Jacopo Pozzi, qui était un ingénieur électricien, et qui, durant la Première Guerre mondiale, a tenté de résoudre un vrai problème pour la défense de Paris, il n'y avait pas de batterie antiaérienne, et c'est durant la Première Guerre mondiale que Paris commence à être bombardé. Les premiers bombardements aériens de l'histoire, c'est à Paris, et c'est l'aviation allemande qui les commet au-dessus de la capitale. Et on ne sait pas trop comment faire pour enrayer ces attaques, qui sont souvent des attaques nocturnes. Et Jacopozzi a une idée plutôt géniale. Évidemment, à cette époque, il n'y a pas de radar et on vole de nuit, mais on vole assez bas, mais on ne s'oriente pas vraiment. On s'oriente aux lumières de la ville, et d'où les couvre-feux qui commencent à entrer en vigueur, etc. Et pas loin de Villacoublay, il décide de faire un faux pari, mais un faux pari uniquement en l'heure lumineux, c'est-à-dire avec un train électrique et les tracés de l'avenue de l'Opéra à travers les lampadaires, etc. Si on voit des photos, ça a été photographié, c'est des installations de câbles, de bâches, etc. C'est absolument pas une maquette d'un Paris réduit. L'intérêt est d'être vu en point lumineux depuis les airs. Et il va mettre ça au point. Ça va prendre plusieurs années et, dans un sens, heureusement, la guerre s'arrête et ce pari lumineux de Jacopozzi ne servira à rien. Néanmoins, cet homme qui est tombé totalement dans l'oubli, on lui donne une Légion d'honneur, je crois, à la fin de la guerre, mais pour le remercier de ses bons et loyaux services, mais c'est tout. Et dans les années 20, il va devenir pour le coup quasiment une star parce qu'il va développer, avec tout son savoir-faire, des installations lumineuses pour éclairer les façades de restaurants, des halls de restaurants. C'est la grande époque des music halls également. Et donc, il va faire des décors géants. C'est lui aussi qui va illuminer la Tour Eiffel. Ces années 20-30, c'est la grande période où la Tour Eiffel est un support publicitaire. Monsieur Citroën, chaque année, notamment loue la Tour Eiffel pour en faire des pubs géantes. Mais il y a aussi, par exemple, une année fait par Jacopozzi, un thermomètre géant qui fait toute la hauteur, mais qui donne réellement la température de la capitale. Autant dire qu'aujourd'hui, on n'y touche plus vraiment. Regardez le scandale, à juste titre, qu'a suscité l'installation des anneaux olympiques, par exemple, durant les Jeux sur la Tour Eiffel. On voit qu'on est devenu très frileux vis-à-vis de notre patrimoine. Et encore une fois, je le défends ardemment. Et puis Paris, c'est aussi les chansons. On a beaucoup chanté Paris. Je ne sais pas si je n'ai pas sérieusement fait d'études à ce sujet, mais je pense que peu de villes ont à ce point été chantées à travers les siècles. Et je m'amuse, il y en a plusieurs dizaines de petits extraits qui sont des sortes d'intercalaires au sein de mes chapitres aussi pour des extraits de chansons et que j'indique qu'il faut lire ça en fredonnant sur l'air de la chanson parce que c'est aussi ça, la vie de Paris, la mémoire de Paris, elle est chantée. Et elle est chantée, c'est souvent la vie populaire. Pour le coup, on n'a pas tant chanté les salons mondains, ça on les retrouve dans la littérature. C'est plutôt la vie du populo, la vie des lorettes, des grisettes, des prostituées qui a fait les grandes heures aussi de la chanson réaliste, des textes magnifiques de grands poètes qui ont aussi été mis en musique. Euh, et ça, on a des enregistrements même de Bruant qui date de 1910, 1911. On a sa voix qui nous chante à la Bastille ou ailleurs, et c'est très, très émouvant. Euh, Comme je vous le disais, le deuxième chapitre de Capital s'intitule Voir mourir, parce qu'on est beaucoup mort à Paris. Et un chapitre méconnu, peu exploré de l'histoire, parce que c'est pas très.
c'est pas très à la gloire de la Révolution française, sont les massacres commis sous la Révolution, notamment les massacres de septembre, qui ont été terriblement sanglants, et notamment dans les prisons. Il y avait beaucoup de prisons dans Paris qui, au fil du temps, ont été détruites. Euh, il ne reste plus que la prison de la Santé, vraiment dans Paris intramuros, mais vous en aviez plein, de Saint-Lazare, vous aviez aussi juste en face du Lutetia, vous avez quasiment en face, vous aviez la prison du Cherche-Midi, qui est l'une des dernières à avoir été détruite dans les années 60. Vous aviez évidemment la prison de la Roquette dans le 11e, où avait lieu encore dans ces années 40, 30, des exécutions qui n'étaient pas publiques, mais qui étaient tout de même des exécutions capitales. Et ces massacres de septembre, ce sont dans des quartiers qui aujourd'hui sont incroyablement euh, paisibles. L'un des plus terribles massacres a eu lieu, par exemple, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et il faut imaginer que Saint-Germain-des-Prés, c'était un complexe très grand. Le boulevard percé au 19e n'existe pas. Et l'abbaye de Saint-Germain, c'est vraiment tout un ensemble de bâtiments. C'est un très grand complexe immobilier avec des cours, différentes habitations, une exceptionnelle bibliothèque incendiée pendant la Révolution. Et on entrait dans ce complexe parce qu'il correspond aujourd'hui, c'est le même tracé, à la rue Gozlin, qui est une petite rue qui fait un U comme ça et qui donne sur la statue c'est la statue de Diderot, je crois, qui est là quasiment sur le boulevard Saint-Germain. Et ce qui correspond à la place, là où vous avez le café de Flore, des Deux Magots face à l'entrée de l'église, c'était une cour. C'était l'une des cours de ce complexe immobilier. Et dans cette cour ont été perpétrés des massacres épouvantables. Et c'est ça aussi qui me fascine dans l'histoire de Paris, c'est de pouvoir cheminer euh, dans chez soi, dans des lieux qui nous sont familiers, en paix, et de se dire, mais en fait, ici, les fantômes sont nombreux. Et ça aussi, ça enrichit, ou ça fait peur, mais ça enrichit considérablement la promenade que de compter les fantômes qu'on peut rencontrer dans l'histoire, dans ses lectures, et évidemment aussi en chanson. Euh, C'était avec Capital un livre important pour moi, avoir à raconter une histoire de Paris différemment. Il y a je ne sais combien de milliers de livres qui ont été écrits sur Paris, sur l'histoire de Paris. Mais je voulais aussi donner, je reviens sur cette notion-là, sur donner la parole à tous ceux qui ont écrit sur Paris et c'est notamment le cas de Jules Michelet, qui ne s'est pas remis, par exemple, de l'incendie de l'hôtel de ville durant la Commune, puisque toutes les archives de Paris étaient là. Il y avait une bibliothèque exceptionnelle, et durant la Commune de Paris, eh bien, avec l'incendie de l'hôtel de ville, vous avez une très très grande part de la mémoire des Parisiens qui est partie en fumée. Et, et c'était là que Michelet allait souvent faire ses recherches pendant des décennies. Et on raconte que dès le lendemain de la Commune, et qu'il voit que la mémoire de Paris est sous les décombres et les gravats fumants, il quitte Paris définitivement pour aller mourir quelques années plus tard sous le soleil de la Côte d'Azur. Et il n'a plus jamais mis les pieds à Paris. Euh, un dernier mot sur Vivre en ville, qui est donc le dernier livre que j'ai écrit, où il est évidemment question de Paris, hein, toujours partir d'un sujet historique, d'un point historique, et de le développer. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est de voir, de démontrer les permanences dans l'histoire, comment nos habitudes actuelles, eh bien, finalement, elles existaient déjà, il y a pour certaines de ces habitudes, elles existaient déjà il y a 400 ans, il y a 500 ans, dans la vie du quotidien, dans les gestes du quotidien. Et Vivre en ville est une sorte de démonstration un peu plus légère que les précédents. Ce sont des courts chapitres chez soi, au restaurant, chez les amis, les églises, les musées. J'y dénonce pas mal de choses qui me heurtent au quotidien, notamment l'habitude désormais inévitable de croiser des gens qui ne regardent pas devant eux quand ils marchent, non parce qu'ils marchent, ils regardent des plaques de rue ou autres, mais parce qu'ils ont les yeux rivés sur leur téléphone. Et cette disparition progressive du monde extérieur, de l'environnement extérieur, est malheureusement appelle malheureusement la disparition de ceux qui peuplent ce monde extérieur. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est sur son téléphone, il ne voit ni la rue et donc ni vous qui êtes aussi dans la rue. Et ça m'alarme. Ça peut vraiment certains jours
me mettre le moral à zéro. Mais sinon, c'est aussi l'occasion d'en vivre en ville de parler par exemple des ascenseurs et de cette vie étrange que l'on peut avoir, cette sociabilité de quelques instants dans un ascenseur. Il y a des gens qui vous disent bonjour, d'autres qui ne vous regardent pas, d'autres qui lisent leur courrier ostensiblement. Enfin, il y a toute une gamme de comportements qui est assez amusante à voir. Les jardins de Paris sont aussi des lieux de grande poésie, des respirations évidemment au sens naturel du terme. Et ça, je suis très touché par l'idée même de jardin public parce que c'est pour le coup un lieu pensé pour la promenade. C'est quelqu'un, un paysagiste ou autre, souvent des architectes à l'époque, ont pensé des allées, des bosquets pour la promenade. Et je m'insurge contre un phénomène en plein développement depuis plusieurs années, qui est une sorte de ce que j'appelle d'hygiénisme exhibitionniste, qui est d'aller faire son jogging dans les jardins publics. Et je n'ai pas besoin de savoir que telle ou telle personne entretient sa bonne santé en courant tous les matins. J'ai pas moi, je vais au Luxembourg pour marcher le long des pelouses et pas pour me faire doubler à gauche et à droite par des jogging des joggers qui me soufflent dessus. Euh, les restaurants sont aussi un objet de coup de gueule. Pourquoi? Parce que même si j'aime manger, j'aime aller au restaurant, la tendance, c'est devenu une tendance bien réelle. La première question qu'on vous pose désormais, quel que soit le restaurant dans lequel vous entrez, avant de vous dire bonjour, on vous demande si vous avez réservé. Et comme si on ne pouvait pas avoir l'idée d'aller au restaurant sans avoir prémédité sa sortie dans le restaurant. Puis il y a les restaurants plutôt branchés où on ne réserve plus. Et là, c'est un autre phénomène, c'est de faire la queue. Et on voit des gens qui font la queue devant des restaurants pour manger en attendant que quelqu'un libère une table. Et, euh, et il est assez amusant de voir dans la presse féminine, la presse tendance et autres, on vous martèle que ben, la queue, c'est chic. Je l'ai lu textuellement. Et on voit qu'on peut faire la queue pour aller acheter un sac à main en promotion. On va goûter un nouveau restaurant de nouilles coréennes, etc. Enfin, le domaine de la file d'attente est très vaste. Et pour des gens qui n'ont pas connu la Russie soviétique, c'est assez étonnant que de absolument vouloir s'attacher à ce genre d'obligation. Donc, c'est cette promenade. Et puis, oui, je consacre aussi quelques pages aux églises parce que dans cet univers qui est finalement la ville aujourd'hui, qui est un univers de lieux clos, chaque appartement, chaque maison est claquemuré par définition, et ben, les églises demeurent les lieux ouverts, les portes des églises demeurent ouvertes et ça aussi, c'est un objet et de promenade et d'inspiration historique, esthétique, spirituelle, qu'on ait la foi ou pas. Et, et, ces, et ces églises grandes ouvertes partout dans Paris est quelque chose qui déjà me passionne depuis toujours. On m'a appris enfant à rentrer dans une église, à visiter, à faire le tour d'une église, à déambuler dans une église. Et ça anime aussi une vie quotidienne dans la ville. Une dernière remarque avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, est aussi une sorte de parenté, je le dis en toute humilité, que je me suis découverte, parenté littéraire, j'ose dire, avec Walter Benjamin, qui comparait Paris, et je l'ai fait avant de le lire, comparait Paris à un appartement. Et et c'est une approche qui m'a toujours plu. Et c'est d'ailleurs ça qui est aussi le point de départ, je l'ai dit en début de Vivre en ville. C'est considérer Paris comme un appartement avec ses couloirs, sa salle de réception, sa chambre à coucher, etc. Et, et je pars d'une constatation qui est que quand on habite dans son immeuble et qu'on va sonner chez le voisin du dessus ou du dessous, ben, même si on n'y est pas invité, on jette un coup d'œil chez lui pour voir comment c'est chez lui. Et si l'appartement est agencé de la même façon que chez soi, comment il a fait les choses, etc. Et c'était un peu ça mon idée d'avec Vivre en ville, et donc j'appelle ça la position du calque. J'appose le calque de mon appart sur celui du voisin ou inversement. Et avec Vivre en ville, c'était un peu ça l'idée, c'était de transposer le Paris qu'on ne voit plus, le Paris d'avant,
à travers les siècles avec le Paris d'aujourd'hui et de pouvoir donc continuer d'alimenter cette curiosité littéraire, cette curiosité historique et finalement faire en sorte que l'histoire continue de sérieusement enrichir notre quotidien. Voilà ce que j'avais à dire pour présenter ces ouvrages. Si vous avez des questions, je suis évidemment là Merci pour beaucoup. tenter d'y répondre. Merci beaucoup, cher Jonathan. Alors évidemment, tout ce que tu as dit éveille beaucoup d'écho chez les Balzaciens parce que Balzac a écrit un texte qui s'appelle Ce qui disparaît de Paris et c'est certainement son texte qui a inspiré Baudelaire justement parce que lui aussi est très très nostalgique de ce qui disparaît comme toi. Et mais alors, curieusement, il y a aussi des choses qui ne disparaissent jamais. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce texte que j'aime beaucoup sur la rue des Marais, qui est l'actuelle rue Visconti, dans laquelle il avait son imprimerie, et qui n'a pas changé, alors c'est très très curieux. La rue des Marais, située au commencement de la rue de Seine à Paris, est une horrible petite rue, rebelle à tous les embellissements accomplis par les échevins modernes, avec une lenteur qui peut faire croire que l'administrateur a pour mission d'entraver cet enthousiasme inhérent au caractère gaulois, appelé par les Italiens furia francese. L'historien des mœurs ne doit-il pas faire observer que la ville de Londres fut éclairée au gaz en 18 mois et qu'après 15 ans, une seule moitié de Paris est en ce moment éclairée par ce procédé miraculeux? La rue des Marais fait partie de la moitié qui conserve le hideux réverbère. Il en sera pour les chemins de fer comme du gaz, et l'on parle de la légèreté française. Cette rue des Marais possède un monument précieux. Et alors, la maison aujourd'hui numérotée 15, où Racine passa toute sa vie. Et c'est juste à côté de son imprimerie. Hein, la maison de Racine, c'est à côté de l'imprimerie. La France n'aurait-elle pas dû faire isoler et conserver l'habitation d'un de ses plus grands poètes dramatiques, avec autant de religion que Florence en montre avec la maison de Michel-Ange? En attendant que nos édiles y pensent, que les comédiens prélèvent sur les recettes produites par les œuvres de ce beau génie une somme annuelle pour concourir à cet acte de piété nationale, vous trouverez ici la physionomie de cette maison où sont arrivés les événements de cette histoire. Et là, c'est un texte qui s'appelle Valentine et Valentin et qui fait partie des ébauches qui n'a jamais été terminé. Mais on voit bien comment il commence toujours par une rue, quoi. Ça commence toujours par la rue et son habitant. Et il y avait un autre exemple, si tu me permets. vas-y, Je ne l'ai je pas t'en lu prie. tout à l'heure parce que j'avais sauté ma note. Mais quand Balzac, dans La Cousine bête, parle de ce vieux quartier du Louvre, Oui, donc ce quartier est déjà quasiment détruit. Et c'est là que se trouve l'hôtel du Doyenné qu'habite oui. Nerval et la bande d'amis. Et voilà ce qu'écrit donc Balzac. L'existence du pâté de maison qui se trouve le long du vieux Louvre est une de ces protestations que les Français aiment à faire contre le bon sens, pour que l'Europe se rassure sur la dose d'esprit qu'on leur accorde et ne les craigne plus. Peut-être avons-nous là, sans le savoir, quelques grandes pensées politiques. Ce ne sera certes pas un hors-d'œuvre que de décrire ce coin du Paris actuel. Plus tard, on ne pourrait pas l'imaginer, et nos neveux, qui verront sans doute le Louvre achevé, se refuseraient à croire qu'une pareille barbarie ait subsisté pendant 36 ans au cœur de Paris, en face du palais où 3 dynasties ont conçu pendant ces derniers 36 ans l'élite de la France et celle de l'Europe. Il continue là, cette description. Mais là, j'aime énormément la façon dont il part d'une description, mais ensuite il en fait quasiment une théorie politique. Et ça, c'est avec, et surtout beaucoup d'humour. Oui. Toujours, toujours. Et puis, il se moque de l'administration. Enfin, je veux dire, il fait comme nous, quoi. Nous, on peste contre Hidalgo tous les jours. Et lui, il C'est elle peste qui a tous commencé. les Hein. jours. Hein. Comment? C'est elle qui a Oui, commencé. c'était un message. Je suis bien d'accord. Hein. Et alors, tu parlais des prisons, par exemple. Oui. Alors, aujourd'hui, par exemple, la conciergerie qui sert de cadre aux dernières scènes de splendeur et misère des courtisanes
on la visite, Mm. mais c'est plus une prison, quoi. Mm. Mais on la visite avec beaucoup d'émotion parce qu'on sait tout ce qui s'y est passé. On imagine Marie-Antoinette, on imagine toute sa famille. Et ça a été, je crois, la chose la plus terrible qui soit arrivée à la conciergerie. Mais je dois dire que depuis que Malraux euh, l'a nettoyé, c'est devenu magnifique. Bah, comme tous les bâtiments de Ah bah, Paris, tous les il bâtiments. a, il a Malraux rendu a la été quand même blancheur. le grand bienfaiteur de Paris, hein. Rien qu'en nettoyant tout, c'est devenu splendide. Avec une aberration, malgré tout, c'est la lubie qu'il a eue avec le général de faire des fossés. C'est-à-dire que les fossés qui sont devant la colonnade du Louvre, par exemple, n'ont jamais existé dans l'histoire. Et c'est le Malraux et le général qui décident qu'il faut mettre des fossés. Alors que le Louvre, on le voit sur les autres parties, les autres faces, dirais-je, du palais, et de plein pied dans la ville. Il y a des parterres fleuris et ensuite des grilles. Il n'y a pas de fossés, il n'y en a jamais eu. Et ils ont fait ça quasiment en catimini, c'est l'armée qui les a creusés très rapidement. Et autant dire qu'il n'y a même pas eu de fouille préventive, etc. Ce qui est un grand gâchis, me semble-t-il. Et c'est lui aussi qui a eu très inspiré de l'idée d'agrandir les fossés au château de Vincennes aussi. Ah oui. Voilà. Petite parenthèse, mais ce ne sont pas de bien grandes destructions vis-à-vis Non, par rapport à tout ce qui par nous a rapport permis de à... préserver. C'est vrai. Et tu parlais aussi des chansons. Alors, il se trouve que nous venons de publier un numéro qu'on va te donner. Alors, est-ce que tu as un numéro, Christine? Ben si, je t'en ai donné. Ah, tu m'as donné, oui, oui. On vient de publier un numéro dans lequel il y a un article absolument passionnant sur les chansons, non pas les chansons que chantent les personnages de la comédie humaine, mais les chansons qu'ils pouvaient entendre dans la rue. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Et donc, on va te donner le numéro parce que Ah, tu merci. viens de sortir. Merci beaucoup. Et je crois que tu vas beaucoup Ah bah apprécier oui. cet article sur les chansons. Ouais, je vais lire ça avec intérêt, merci. Voilà. Je voulais aussi qu'on parle d'un autre. D'abord, y a-t-il des questions? Alors voilà, on va quand même donner la Commençons. parole au public. Y a-t-il des remarques, des questions? Des remarques. Moi, j'ai vécu dans le 15e arrondissement depuis que je suis née. Mhm. Et par exemple, ce qui est très moche maintenant pour moi, bon, avant c'était des usines et tout, c'est le Grenelle. Ah, ça, c'est... Ah. Vous avez entièrement raison, ça fait partie heureusement, de rares coins de Paris qui mais malheureusement, sont là à vie, dirais-je, parce que c'est... Je me suis bien, petite fille, bon, c'était pas des quartiers mirobolants parce qu'il y avait les usines Citroën, il y avait Exactement. Coca-Cola, il y avait tout. Mais maintenant, quand on entend à la radio qu'il parle du Balageau, il parle, quand on a vu un film avec Jean Gabin qui est tourné, c'est Jean Gabin de Gitardo, ben, c'est sur les quais sur le quai de Javel. Avec Signoret. Oui, avec Signoret. Ouais. C'est donc tout ça dans la mémoire, ça fait mal quand même. Exactement. Il est intéressant de voir d'ailleurs que la notion de patrimoine industriel, Oui. parce qu'il y en a un, est quelque chose qui n'est absolument pas encore correctement protégé. Regardez, dans le même coin, vous continuez un peu après le quai du Point du Jour, les usines Renault étaient magnifiques sur l'île Seguin. Et on voit l'horreur qui en est sortie. Ce sont des constructions qui, à Paris ou ailleurs, à Paris il n'y en a plus, mais qui parfois ont un réel intérêt. Il y a un intérêt pour l'histoire humaine, sociale d'une région, mais il y a un intérêt architectural aussi. Oui, il y a quelque chose. Exactement. Parce que toutes ces Il y avait usines, quelque si chose. elles avaient été nettoyées, Bien sûr. ça aurait été très bien de les laisser, quitte à faire peut-être Comme à des Lisbonne. appartements. Oui, comme à Lisbonne. Exactement. Non, et puis ce goût du brutalisme. Mm. On a vu le film de brutaliste, de ces constructions de béton et de verre qui ont vraiment envahi Paris, quoi. Et ça, c'est un peu dommage, hein, c'est sûr. Mais alors, j'ai envie de vous lire encore un autre passage sur une rue qui est restée identique. Moi, j'y vais très souvent me promener, c'est la rue du Gué-Trouin. Vous voyez laquelle c'est? C'est la petite rue de la rue de Fleurus qui va
qui va au Luxembourg. Alors, je vous lis ce passage. La rue du Gué-Trouin étant une de ces deux branches sur la rue de l'Ouest, bon évidemment, maintenant ça ne s'appelle plus la rue de l'Ouest, hein, et l'autre sur la rue de Fleurus. Donc la rue de Fleurus, c'est toujours son nom. En 1827, alors là, et vous allez voir, c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. La rue du Gué-Trouin n'était pavée ni d'un côté ni de l'autre. Elle n'était éclairée ni à son angle rentrant, ni à ses bouts. Peut-être encore aujourd'hui n'est-elle ni pavée ni éclairée. Non, elle est quand même pavée et éclairée. À la vérité, cette rue a si peu de maisons, où les maisons ont tant de modestie, qu'on ne les aperçoit point. L'oubli de la ville s'explique alors par le peu d'importance des propriétés. En effet, ce sont des immeubles bas, il n'y a pas de grands immeubles. Un défaut de solidité dans le terrain explique cet état de choses. La rue est située sur un point si dangereux des catacombes que naguère une certaine portion de la chaussée a disparu, laissant une excavation aux yeux étonnés de quelques habitants de ce coin de Paris. La branche de cette rue, qui débouche sur la rue de Fleurus, est entièrement occupée à gauche, vous pouvez aller vérifier, hein, par un mur au chaperon duquel brillent des ronds de bouteilles et des pointes de fer prises dans le plâtre, espèce d'avis donné aux mains des amants et des voleurs. Ça, c'est rigolo. Dans ce mur, il existe une porte perdue, la fameuse petite porte du jardin, si nécessaire dans les drames, dans les romans, et qui commence à disparaître de Paris. Cette porte, peinte en gros vert à serrure invisible, et sur laquelle le contrôleur des contributions n'avait pas encore fait peindre de numéro, ce mur, le long duquel croissent des orties et des herbes à épis barbus, cette rue à ornières, les autres murailles grises et lézardées couronnées par des feuillages, là tout est en harmonie avec le silence qui règne dans le Luxembourg, dans le couvent des Carmes et dans les jardins de la rue de Fleurus. Vous voyez, tout ça est resté presque identique. Le tracé du Luxembourg a changé depuis l'époque de Oui, alors Balzac. raconte-nous ça. Tout le coin a changé dans la mesure où, notamment quand il a fallu percer la rue de Rennes, il parle du couvent des Carmes. Oui, Le couvent des Carmes, ça correspond à la Cateau c'est la aujourd'hui. Cateau maintenant. Mais il y avait de grands jardins derrière. Je vous parlais des massacres révolutionnaires. Il est possible de voir aujourd'hui quelque chose d'incroyable au couvent des Carmes, enfin, à la Cateau, dans la partie préservée historique qui est du couvent. Il est resté en l'état. Il faut prendre rendez-vous pour aller le voir. Parce qu'ils ont donc les massacres des curés, principalement des curés, a eu lieu au sabre dans cette prison, transformée en prison. Et les témoignages racontent que les bourreaux étaient ivres-morts du matin au soir et qu'après avoir zigouillé des bonhommes, ils posaient leur épée contre le mur et ils buvaient, ils s'échangeaient des bouteilles d'alcool, de vin surtout. Et dans l'une des cellules restées vraiment dans son jus, eh ben, vous avez contre le mur les traces des traces de sang laissées par les sabres. Il y a une plaque de verre qui protège ça. C'est fascinant. Vous avez là pour le coup ces enjambements que rend possible parfois l'histoire. À quel endroit exactement? Dans une cellule du couvent des Carmes, de la Cateau. On peut y aller. Oui, exactement. Il faut prendre rendez-vous avant, mais c'est ouvert à la visite. Le lieu, c'est vraiment une petite cellule, c'est étroit. Et à côté, il y avait le couvent des Chartreux, qui était un endroit, un complexe très grand, qui correspond, il était vraiment mitoyen du Jardin des Plantes et qui correspond à la louche à ce qu'on appelle les jardins de l'Observatoire aujourd'hui. Ces deux jardins publics en longueur qui mènent au Luxembourg, qui partent de l'Observatoire jusqu'au Luxembourg. Et le couvent des Chartreux était un très grand complexe. Il ne reste strictement rien. Il a été totalement commencé à être détruit sous la Révolution et après le travail, l'urbanisation du quartier a fait qu'on a détruit ce qu'il en restait. Il reste un bâtiment qu'on ne peut pas voir parce qu'il est il est dans l'enceinte du Luxembourg, protégé par des arbres et d'autres bâtiments. Enfin, on voit les toitures. À quel endroit du Luxembourg? À côté de l'école des mines. Et en fait, le bâtiment restant est dans l'école des mines qui partage une partie de ses façades entre le boulevard Saint-Michel et le jardin du Luxembourg.
voilà, c'est une curiosité, on voit des toitures 17e, c'est la seule chose qui reste du couvent des Chartreux. Et là, ce qui est intéressant en revanche, et c'est une chose qui perdure dans la vie du Luxembourg, c'est que vous avez toute la partie qui longe la rue Michelet en face du lycée Montaigne. Vous avez des vergers, vous avez des poiriers, vous avez plein d'arbres fruitiers, etc. Ben ça, c'est ce qui témoigne de l'activité du couvent des Chartreux qui avait plein de plantations, une exploitation agricole et beaucoup d'arbres fruitiers. Et ça, c'est le témoignage de l'exploitation qui remonte au temps des Chartreux et qui donc le Luxembourg a été renié dans sa taille au 19e siècle côté Odéon, du côté de l'Odéon, mais il a été un peu agrandi en englobant quelques parcelles des Chartreux de ce côté-ci, donc du côté du lycée Montaigne. Et il est touchant, émouvant. N'ayons pas peur des mots de penser à tout ça en regardant des poiriers. Écoute, moi, enfin, j'ai passé beaucoup de temps au Luxembourg dans ma vie. Et est-ce que tu t'es intéressé à la vie du jardin du Luxembourg? Parce que alors là, il s'y passe des choses, là, il s'en passe. Et évidemment, il se passe. Il a été. Tu parles de la vie aujourd'hui ou de la vie. De la vie éternelle. Alors, parlons de la vie éternelle. Il y a je crois que c'est dans Vivre en ville ou dans Capital, je ne sais plus. Où il y a je cite des témoignages émouvants de la littérature, puisque le Luxembourg, de fait d'être au quartier latin, a toujours été le jardin des écrivains, le jardin des étudiants, mais surtout des écrivains. Et il y a quelques très beaux passages comme ça sur le fait qu'on va au Luxembourg pour rencontrer des auteurs, pour parler littérature. Et dans les coins, les parties du jardin qui n'existent plus, il y avait notamment des allées très feuillues, très ombragées, et on allait là pour ne pas, on allait et marcher là pour ne pas rencontrer des gens. Et je crois que c'est Baudelaire qui râle déjà du nombre de personnes qui vont se promener au beau jour au Luxembourg et qui peut se satisfaire de savoir qu'il y a encore quelques allées ombragées pour pouvoir éviter la foule. Le Luxembourg, je vais dire le Luco, on connaît. Oui. C'est mon jardin d'enfance à moi. Et on le dédie aux reines de France avec cette magnifique mise en scène de toutes ces statues tout autour du bassin. Ça, c'est très récent. C'est à la fin du 19e que ces reines de France ont été posées sur leur socle. Mais on dirait qu'elles ont toujours été là, tant le tracé de ce jardin est admirable. La fontaine Médicis elle-même est un endroit magique. Mais elle n'était pas à cet endroit-là à l'origine. C'est justement quand le jardin a été, elle était à l'opposé en fait. Elle était vers Montagne. Non, l'opposé, c'est plutôt vers l'orangerie. On le voit sur des gravures anciennes. Et c'est donc quand le tracé du jardin a été remanié, le jardin renié à par endroits, la fontaine a été démontée et un bassin creusé, donc là où il est actuellement. Mais Il y a c'est un des endroit passages exceptionnel. célèbres de Balzac, Lucien de Rubempré se promenant au Luxembourg avec Blondet. Enfin, il y a vraiment des passages, ou bien Bianchon se promenant aussi avec Rastignac au Jardin du Luxembourg, dans le Père Goriot. Et puis des conversations comme ça qui sont vraiment inoubliables, quoi. Et la fontaine Médicis, c'est au cœur même de tout un livre de Kessel qui s'intitule Le Tour du Malheur. C'est en 2 tomes. Ça commence le premier, c'est La Fontaine Médicis, et le second, c'est L'Affaire Bernan. Et la Fontaine Médicis, c'est très touchant comme texte parce que c'est l'histoire de toute une famille à travers différentes générations et tous, ils sont riverains du Luxembourg. Et toute la vie de chacun, de chaque génération, se passe à un moment ou à un autre autour de la Fontaine Médicis. Ça, c'est un très beau texte. Vous parlez de lieux où se promener pour être tranquille et ne voir personne. Et puis on repense entre autres à un certain Nerval et un texte. Ben, bien sûr. C'est ça fort. Exactement. Très bien. Parfaitement. Il y a vraiment une magie, une magie Mais en magie ce des moment, lieux. on y rencontre beaucoup Pascal Quignard, par exemple, Oui. qui habite pas loin.
Qui on rencontre encore? Et puis, tu peux aussi rencontrer, comment ça s'appelle? Modiano habite juste en face, on peut les Modiano, croiser. bien sûr, très Modiano, oui. souvent. Oui, non, mais Ils ont- beaucoup de gens vont travailler Oui, au il y a des trucs à Luxembourg. faire, il y a ça, Oui, oui. tous les sons. Mais c'est vrai que maintenant, moi, je passe plus tellement mes étés à Paris, mais quand je passais une grande partie de l'été à Paris, c'était c'était là que je travaillais et que je voyais les gens qui... C'est un lieu magique, hein. Oui, oui, C'est c'est très inspirant, ah, on oui, veut c'est dire. tellement qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'est dans j'étais dans ce jardin un jour où mon fils m'a téléphoné en me disant, viens tout de suite parce que ma femme accouche et que, et que j'ai pris un taxi à toute vitesse pour aller accueillir mon second, enfin non, mon troisième petit-fils. Donc voilà, on a des souvenirs comme ça, littéraires, personnels. Notre vie est tissée de ces lieux, de ces moments et de ces lectures. Et c'est ça que tu as voulu, au fond. Mais parce que toi, quel a été le déclencheur de l'écriture de ces livres? Euh, Rayé de la carte, c'était d'écrire le livre que j'aurais aimé lire. Je disais que j'ai voulu me renseigner sur l'histoire du vieux quartier du Louvre et je n'ai trouvé aucun livre consacré à l'histoire du vieux quartier du Louvre. Et, et donc, j'ai tenté de réunir les pièces d'un puzzle dispersé. Euh, et donc, c'est ça qui a donné naissance D'accord. à ce livre-là. Et comme la méthode m'a plu, l'approche m'a plu, la façon de faire, c'est comme ça que je me suis attaqué à Capital dans la foulée. Et ensuite, Vivre en ville, c'était Et pour Vivre me en ville, détendre. c'est le plus actuel C'est le finalement. dernier. Et c'est le plus actuel Non, dans mais la je veux dire, mesure où je c'est une m'amuse à observation actuelle. exactement, et je m'amuse surtout aussi à intercaler des éléments autobiographiques pour, j'espère, amuser un peu le lecteur. Oui, ben oui. Parce qu'on a tous ce genre d'histoire du, du garçon qui a les yeux sur son portable et qui vous rentre dedans, etc. On reçoit un sac à dos dans la figure, enfin, etc., etc. Alors, un autre, je reviens juste, si on a encore une minute, Oui, oui, on a un temps, t'inquiète pas. un autre parc, un grand jardin magnifique qui est aussi lié à l'histoire de la littérature, ce sont les Tuileries. Parce que les Tuileries, c'est surtout l'histoire de la presse, pour être plus précis. Parce qu'il y avait, avant que la rue de Rivoli soit construite, tracée à partir des premières années du 19e siècle, sous le règne de Napoléon Ier, elle a commencé à être tracée par la place de la Concorde pour aller ensuite vers le Marais. À cet emplacement, il y avait le manège, c'est là que, c'est là que siégeait l'Assemblée nationale durant la Révolution, c'était le manège des Tuileries. Il y avait le couvent des Feuillants qui était à peu près à l'emplacement de l'hôtel intercontinental qui mène vers la place Vendôme. Vous voyez la rue de Castiglione. Et, enfin, tout ça a été obstrué, si je puis dire, bien obstrué par des bâtiments magnifiques du couvent. Et il y avait ce qu'on appelait la terrasse des Feuillants, qui était donc à l'emplacement de la rue de Rivoli aujourd'hui. Euh, il y avait des hôtels particuliers qui s'achevaient à cette terrasse. Il y avait les murs des hôtels de leur jardin. Et puis il y avait des parties ouvertes où se sont installés plein de cafés. Quelques restaurants, mais surtout des cafés, comme commençait à en connaître le quartier du Palais Royal et celui des Tuileries, évidemment, à la fin du XVIIIe siècle. Et il y avait, en plus des cafés, il y avait des chroniqueurs qui vendaient soit le Mercure de France, mais sinon des petites plaquettes, des journaux qui tenaient comme ça sur une feuille Oui. pliée. Et ça a été un haut lieu de la diffusion des idées, de la vie littéraire, artistique. Et la terrasse des Feuillants a été un haut lieu également donc, de la diffusion des idées nouvelles. Euh, euh, la proximité avec le Palais Royal aussi n'est pas un hasard si c'est au Palais Royal que Camille Desmoulins appelle à faire la révolution en juillet 89 depuis la terrasse d'un café au Palais Royal. Et il y a une expression dans le métier qui est pour parler d'un sujet récurrent. Je vous dis, je sais pas, la rentrée scolaire, par exemple, ou Oui, oui. spécial immobilier, enfin des trucs comme ça. On appelle ça dans le jargon un marronnier. Ah, tiens. Et pourquoi appelle-t-on ça un marronnier? Parce qu'il y avait dans le jardin des Tuileries un grand marronnier qui était devant le château. Maintenant, il n'y a plus rien. Ça, c'était... Et quand ces gazetiers, ces chroniqueurs
n'avait rien à dire, il parlait de la floraison du marronnier. Et cette expression vient du marronnier des Tuileries Ah, d'accord. qui a dû être abattu dans le courant du 19e siècle. C'est un vieux marronnier. Mais à propos de terrasse de café, je ne sais pas si tu connais ce texte fameux de Balzac qui s'appelle La théorie de la démarche, dans lequel Oui, il raconte qu'il s'est installé à une terrasse de café pour observer la démarche des passants sur les boulevards. Et ce texte qui est vraiment un texte unique, c'est un très parce beau que, texte, oui. parce que c'est un texte dans lequel il dit qu'il a découvert le sujet du siècle, la démarche, c'est un sujet philosophique, etc. Et moi, j'ai démontré qu'en réalité, il ne parlait pas de la démarche physique, mais de la démarche de la pensée. Et que donc, on a une espèce de leurre Mm. qu'il tend au lecteur en faisant croire qu'il parle de la démarche physique alors qu'il parle de la pensée. Et c'est son texte le plus philosophique de toute son œuvre, quoi. C'est vraiment... C'est pas dissocier la marche de la pensée. Non, c'est- bien sûr. Nos pensées ne marchent que si je les assieds. Exactement. Et un auteur qui m'est très cher également, qui est Georges Perec, Ah, lui aussi, dans un petit livre savoureux qui s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu d'un parisien, Parisien, ouais, ouais. il s'est pendant 2 jours assis C'est à la terrasse de la de place la place Saint-Sulpice. À l'époque, Saint-Sulpice. il y avait deux cafés. Là, il n'y en a plus Il qu'un. n'y en a plus qu'un. Il y a le Le café de la café de mairie. la mairie. Mais à l'époque, certains magasins de fringues actuels étaient des bistrots. Mhm. Et il y va, il s'assoit le matin pour prendre son C'est café, ça. il déjeune dans l'autre, il dîne dans le troisième, et il écrit tout ce qu'il voit. Oui, ça, c'est Et très les figures du balzacien. quartier, les écrivains du quartier, les journalistes, les clochards, etc. Et puis évidemment, il a des réflexions, mais il met un point d'honneur à faire des vraies journées de bureau, mais au café, pendant 2 jours pour écrire ce livre qui est formidable. Pérec est un auteur qui m'est très cher. Ah, c'est un autre. Et c'est dans Vous Capital, êtes- je le cite, il a un très très beau passage sur les escaliers. Et Oui, il dit que l'escalier, qui pendant des siècles a été l'une des plus belles choses du génie architectural, on faisait vraiment attention à bâtir un bel escalier, etc. Et qu'aujourd'hui, un escalier est vraiment la chose la plus négligée par les architectes modernes. Il y a quelques très belles phrases bien pensées de sa part. alors nous avons eu ici une conférence sur Balzac, Georges Perec et Balzac. Euh, mais cette conférence, je ne sais pas si tu t'en souviens, Marc, Vas-y. c'est ton collègue. Ah, c'était Comment il s'appelle lequel déjà? collègue de... Bon, enfin, peu importe. Il avait montré que, au fond, Georges Perec Ah oui, s'inspirait excuse-moi. du réalisme balzacien. Mm. Alors que c'était pas ce que j'attendais de lui. Moi, ce que j'attendais de lui, c'est qu'il nous montre que Balzac avait préfiguré le non-réalisme Ouais, péréquien. d'accord. D'accord. Et donc, il y a un autre article à faire qui est Balzac non réaliste, justement, et traitant les lieux comme comme des symboles, des prétextes, des alibis, et pas du tout comme des choses à décrire, quoi. Mm. Et ça, je trouve qu'il avait justement, il Oui. était tombé dans le piège du réalisme, lui. Oui, il est très orienté Pérec. Oui, lui, il est très apparaît orienté Pérec. Pérec, bien sûr. Et lui, c'est le grand spécialiste de Pérec. Il a fait l'édition de Pérec dans la Pléiade. Quel est son nom déjà? Jean-Claude, Oui, il était oh, ton... ça m'échappe, pourtant je Oui, mais c'est ton les collègue gens t'appellent par ton prénom sans t'arrêter. à Janson de Seine, où il Voilà. enseigne toujours d'ailleurs. Oui, il est toujours, je crois qu'il est, non, il a terminé il y a 2 ou 3 ans, Cagnes. Écoutez, si vous n'avez plus de questions à poser à Jonathan, on va le remercier pour cette Merci. charmante conférence. Merci Merci de votre beaucoup. écoute. Merci. Merci beaucoup. Et encore merci de l'invitation. Mais merci à toi d'être venu. Et donc, éventuellement, vous avez ces livres-là qui pourraient vous signer. Je vais lire ça avec attention. Oui, ça va beaucoup.